Bonjour à tous, bienvenue pour la session consacrée à la présentation de la gouvernance eau et changement climatique en France et dans l'Union européenne. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte lié donc, à cette gouvernance et vous préciser ensuite de manière plus concrète comment elle est organisée au niveau donc, national avec l'ensemble des échelons. Je vais juste poser une question d'un point de vue technique. C'est pour le... Parce que les slides ne passent pas du coup. Pardon. Oui, parce qu'il faut peut-être juste activer sur l'ordinateur qui s'est mis en veille, c'est pour ça. Ouais. Voilà, alors du coup, je vais vous présenter les grands principes qui régissent du coup la gestion de l'eau et également le droit de l'eau en France pour poser le cadre du contexte de cette gouvernance. Donc, en ce qui concerne les principales lois sur l'eau qui s'appliquent au niveau français, on a dès 1964 une loi sur la gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants, donc qui crée réellement les agences de l'eau et les comités de bassin qui sont finalement qui persistent encore aujourd'hui et qui sont vraiment l'ossature en fait du squelette de la gouvernance eau en France, puisque c'est la première fois que l'on divise la France non pas d'un point de vue administratif, mais vraiment d'un point de vue biologique, géographique, puisque les bassins versants sont les endroits où quand une goutte d'eau tombe dans ce bassin versant, elle retourne également à l'exutoire. Et donc on a une structure administrative qui finalement va avoir une délimitation qui n'est pas administrative mais qui est hydrologique. Et on applique également le principe de la taxe sur la mise en œuvre des dommages sur les ressources. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact des activités sur les ressources naturelles et on met en place une redevance qui est basée sur ce principe. De 1964 donc à 1992, c'est ces principes novateurs qui perdurent. Et en 1992, on a un grand moment un moment historique au niveau français, puisqu'on a la loi sur l'eau qui est prise et qui permet, comme objectif majeur, de fixer la préservation des systèmes aquatiques et des zones humides, autant en termes de protection que de restauration, tant en termes également d'un point de vue qualitatif que quantitatif, qui va en fait être voté et mis en application et qui va permettre de protéger et de donner une vraie dimension au milieu aquatique comme étant des vrais écosystèmes à protéger et à préserver. Et on a également, dans la loi de 1992, un principe de décentralisation qui est prévu et qui va du coup faire naître la gouvernance française que l'on connaît actuellement. En termes de loi, on a également au niveau européen des choses qui évoluent à partir la fin des années 90. Donc, et en 2000, on a le début des travaux qui vont aboutir en 2004 à l'élaboration de la directive cadre européenne sur l'eau, qui est vraiment la clé de voûte pour l'ensemble des acteurs européens, qui est une directive historique, c'est la directive en fait la plus ancienne d'un point de vue environnemental et qui va fédérer à l'époque 12 États membres et désormais 27 États membres autour d'un enjeu qui est la préservation du milieu aquatique, sans avoir pour autant une velléité à taper en fait sur tel ou tel secteur. Elle a comme visée la protection du milieu en essayant de mettre en place les actions les plus adaptées pour atteindre justement les objectifs de cette préservation de la qualité et de la quantité d'eau. Cette directive adoptée donc en 2000 a été transposée en droit français en 2004 et on a comme objectif principal l'atteinte du bon état écologique au niveau des masses d'eau, donc qui est défini par cette directive avec l'objectif de 2015 qui, comme vous le savez, a été reporté en 2027 suite donc à plusieurs événements ou à plusieurs problématiques techniques. En 2006, on a également un autre acte qui est important, c'est l'acte qui concerne l'environnement aquatique et l'eau, qui permet en fait en droit français de décliner les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau en droit français et notamment de fixer les mesures les plus adaptées à l'échelle de nos bassins hydrographiques
pour permettre au niveau national de rentrer dans les cases donc, de la directive cadre européenne sur l'eau. Et elle permet aussi d'améliorer l'accès à l'eau à tous, et elle permet aussi aux services publics de travailler avec une certaine transparence, puisque du coup on communique beaucoup envers le public et envers en fait, l'ensemble des secteurs de l'eau, des acteurs du secteur de l'eau, pour montrer que l'effort est vraiment concerté et partagé. Pardon. Alors, en termes de principes novateurs et fédérateurs au niveau français, on a l'eau qui est considérée comme un patrimoine commun. C'est vraiment le bien commun de l'humanité. Désormais, en fait, c'est la position aussi que la France fait prévaloir dans toutes les déclarations et dans toutes les instances internationales, à savoir que l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à la vie et qui contribue en fait à promouvoir, qui doit être accessible à tous. Donc dans ces principes, on a également la protection de l'eau, tout ce qui est le développement de l'usage de la ressource, avec aussi la prise en compte des équilibres environnementaux, des équilibres naturels, avec toujours le fait que l'on doit avoir un équilibre entre l'usage que l'on fait d'un point de vue des activités anthropiques et la disponibilité de l'eau pour préserver les milieux et donc d'avoir une ressource en quantité suffisante. On a aussi comme principe une gestion intégrée de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant, parce qu'on voit que dans cette volonté d'avoir un équilibre entre les usages, on a également le besoin d'avoir une eau en quantité et en qualité suffisante pour la préservation et le maintien en fait, de l'état écologique au niveau national, mais au niveau européen, d'autant plus sous l'égide de la directive cadre. On a enfin aussi un autre principe qui est fondateur, qui est que c'est un droit commun pour avoir accès à de l'eau dans de bonnes conditions afin de favoriser le bien-être, afin de favoriser en fait la santé humaine et notamment aussi pour garantir une eau de bonne qualité pour être du coup consommée, de l'eau potable de bonne qualité et à un prix également qui est tout à fait accessible. Pour que l'ensemble de la population, pour que ce bien commun reste commun, il faut également permettre l'accès au plus grand nombre. Donc les principes qui sous-tendent cette idée sont que l'eau appartient à tout le monde, que chacun a le droit d'avoir finalement l'accès à de l'eau potable de qualité à un prix qui soit tout à fait accessible et dans de bonnes conditions d'hygiène. Et enfin, ce principe doit également être mis en œuvre à travers les services d'adduction en eau potable et d'assainissement que l'on développe partout au niveau du territoire français. Et on a deux autres principes principes qui sous-tendent l'ensemble de notre politique publique, qui est le terme que vous avez certainement dû déjà entendre, à savoir l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que l'eau, tous les investissements liés à l'eau, en fait, sont issus tous les investissements et tous les coûts en fait liés à la maintenance de l'eau préviennent en fait du coût que chaque citoyen et que chaque utilisateur de l'eau finalement finance à travers une redevance et qui permet, grâce à cet apport d'argent, d'être redistribué intégralement pour financer donc, ce principe de maintien d'un service. Ça permet aussi d'assurer donc la continuité du service public, notamment dans le cas des services d'assainissement et d'adduction en eau potable, mais également les services privés, dans le cas où on n'est pas en régie mais on est en délégation de service, à savoir avec des opérateurs qui vont financer des traitements de pointe, des installations, la modernisation des installations. Là, en ce moment, on a une grande problématique sur la perte sur les réseaux, donc c'est sur le renouvellement des réseaux d'adduction d'eau potable pour éviter les fuites, etc. Et enfin, on a également donc, des services donc, publics et sanitaires qui vont avoir la lourde tâche d'avoir un budget équilibré entre des recettes et des dépenses et qui doivent du coup prévoir cela, et c'est notamment le travail qui est organisé au niveau des agences de l'eau à travers les 12e programmes qui sont en cours de préparation pour estimer justement quelles vont être les redevances ou le niveau des redevances qu'ils vont percevoir et les investissements à long terme qu'ils vont pouvoir engager avec ces sommes d'argent pour justement établir quelles sont les priorités d'action à l'échelle, bien évidemment, de chacun des bassins hydrographiques. On a enfin deux autres derniers principes qui
qui sous-tente ensuite la politique de l'eau en France, à savoir le principe du pollueur-payeur. Donc comme son nom l'indique, plus vous consommez d'eau et plus en fait vous payez une taxe liée au retraitement de l'eau avant de son rejet vers le milieu naturel. Donc c'est plutôt des taxes à destination des principaux acteurs type industrie, type vraiment les acteurs qui consomment des grands volumes d'eau et qui vont avoir un impact prévisible donc sur les rejets. Et on a également le principe de l'utilisateur-payeur, c'est-à-dire que ça dépend finalement du volume d'eau consommé et non pas uniquement de l'activité industrielle. Et désormais, on a également un principe aussi qui est novateur, qui est apparu grâce en fait à certains arrêtés qui ont été pris l'année dernière en période de sécheresse, à savoir que les communes ont désormais aussi la capacité de pouvoir avoir une taxation qui est modulée soit en fonction du volume prélevé, puisque du coup il y a le coût en fait du mètre cube peut augmenter au-delà d'un certain seuil, et ce coût peut également être différencié en fonction de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un coût supplémentaire pour un prélèvement d'eau entre une période liée de mars à octobre, contrairement à octobre à mars où le coût en fait va être moindre du fait qu'on estime qu'on sera en période hivernale et qu'on a une moins forte pression de la consommation d'eau pendant cette période. Mais ça c'est vraiment au niveau local et que chaque commune dont chaque commune a la responsabilité ou non de le prendre. En ce qui concerne la gouvernance française, pour vous expliquer un peu le millefeuille administratif français, mais qui finalement, somme toute, assez bien articulé, puisque chaque niveau parle les uns aux autres de manière très concertée. CF, les présentations précédentes, notamment celle que j'ai pu vous présenter sur le plan eau ou l'application de la DCE, donc déjà dans les sessions précédentes. Il faut savoir qu'en France, on a effectivement un niveau national, un niveau bassin hydrographique et ensuite un niveau plus local qui passe à travers des collectivités ou qui passe à travers des territoires qui sont tous engagés avec un même objectif, à savoir préserver la qualité et la quantité d'eau disponible pour justement favoriser cette eau comme bien commun et avoir une eau qui soit disponible en termes pour tous, mais également donc, avec une qualité, une quantité suffisante et dans une logique de préservation de l'écosystème aquatique. Cela passe à travers donc, différentes instances qui sont organisées. Donc, au niveau national, on a le Comité national de l'eau qui a été créé en 1964 avec donc, la première loi, qui regroupe autour dans cette instance sont regroupés différents collèges qui permettent d'avoir l'ensemble des acteurs de l'eau qui soient réunis au sein sous un même toit, puisqu'on retrouve à la fois les utilisateurs, les associations environnementales et les ONG, mais également les autorités locales et nationales, ainsi que le secteur industriel, professionnel et avec également le monde agricole et tous les acteurs en fait, économiques liés à l'eau. Ce comité national de l'eau, il est basé en fait sur l'élection de ses membres. On compte une centaine de membres et c'est une instance qui est consultative sur les principes fondateurs et fédérateurs de la gouvernance de l'eau au niveau national sur la politique donc, de l'eau. Elle donne un avis sur des documents comme par exemple des lois, des décrets, et elle peut également donner son avis sur des plans, sur des réformes ou sur des actions que mène le gouvernement sur la politique de l'eau. Et donc cet avis peut ensuite être suivi ou non, mais généralement il est très suivi par les différentes instances infra qui sont ensuite, que je vais vous présenter par la suite. En termes administratifs, au niveau national, on a un ministère qui est en chef de file sur la politique de l'eau, qui est le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dans lequel il y a une direction dont je fais partie, qui est la direction de l'eau et de la biodiversité, qui a comme but de mener à bien la politique de l'eau, non seulement en termes législatifs, mais également pour tout ce qui est mise en œuvre des plans de la directive et des stratégies, et ce, à tous les échelons, puisque du coup, c'est une politique nationale qui est certes faite au niveau de la capitale, mais qui ensuite est déclinée à l'échelle des bassins et à l'échelle des collectivités, et donc avec lesquelles on est en parfaite synergie et avec laquelle on est aussi en permanence en discussion. Et cette direction de l'eau et de la biodiversité, j'insiste aussi sur le terme et biodiversité, a un double rôle, puisqu'il n'y a pas uniquement un rôle de mener à bien des politiques publiques, elle a également
un rôle d'essayer de mener à bien des synergies et notamment la transversalité avec les enjeux de protection du milieu et donc de faire valoir également cette question de la biodiversité avec la restauration des écosystèmes aquatiques, avec le maintien surtout des écosystèmes aquatiques et leur préservation, et ce pour garantir toutes les fonctions écosystémiques que peuvent nous apporter donc ces zones humides et qui sont de plus en plus affirmées à travers notamment l'exemple des solutions fondées sur la nature, puisqu'on voit que ces milieux humides ont également des conséquences importantes sur le stockage du carbone dans les sols, sur le maintien en fait des espèces, voilà, ce genre aussi de thématiques qui vont bien au-delà de la question uniquement de la politique de l'eau. On a aussi une autre direction qui est la direction générale de la prévention des risques qui s'occupe également de sujets liés à l'eau, puisqu'on a là les événements extrêmes qui sont pris en considération, notamment à travers les inondations et toute la politique aussi de protection avec les pollutions diffuses d'ordre industriel, avec notamment la mise en œuvre d'une directive européenne qui est la directive des émissions industrielles. On travaille également en lien avec d'autres ministères, en particulier le ministère de la Santé publique, qui va être plutôt en charge de la directive eau potable, mais pour lequel on a également des choses donc, à faire prévaloir au sein du ministère de l'écologie. On travaille aussi bien évidemment avec le ministère de l'Agriculture, à travers la politique agricole, et également donc, tous les ministères liés finalement à des activités économiques, puisqu'on travaille aussi en lien étroit avec la direction en fait, générale des entreprises. Enfin, on se coordonne aussi sur les sujets eau et environnement avec toutes les missions et tous les départements en fait, qui ont un attrait en fait, pour ce thème, puisqu'on travaille bien évidemment avec aussi des organismes et des partenaires qui ont à charge de mener à bien cette politique environnementale. En ce qui concerne la politique de l'eau et la politique des installations classées, au niveau français, on a, comme je vous le disais, un certain nombre de travaux, d'activités qui ont un impact à la fois sur la santé, mais également sur la sécurité en termes d'approvisionnement en eau et sur la disponibilité de la ressource en eau et sur l'environnement, à savoir à travers la régulation des écosystèmes aquatiques. Et donc, on a deux aspects qui sont couverts par cette politique de l'eau et cette politique des installations classées, c'est-à-dire d'avoir d'une part des services qui permettent de mettre en œuvre les directives européennes et qui permettent aussi de les suivre, de les évaluer et de les contrôler. Donc on a également l'ensemble de la batterie qui va depuis la mise en œuvre jusqu'à une évaluation des résultats de l'application de cette directive sur le territoire. Et on a également toute une organisation administrative qui en découle qui associe à la fois l'État au niveau du service national jusqu'au service déconcentré, donc au service qui est présent dans les régions et dans les départements, puisqu'on a l'ensemble du code de l'environnement qui est appliqué à travers l'organisation de consultations de public, à travers le dépôt et l'analyse de déclarations environnementales officielles par tout maître d'œuvre en fait, qui aimerait bien organiser des travaux. Donc l'ensemble de ces demandes en fait, sont analysées au regard du droit et au regard du droit de l'environnement et des décrets ou des arrêtés relatifs plus particulièrement sur la politique de l'eau. Et on a également un organisme qui est habilité et qui est vraiment le fer de lance du ministère de l'écologie pour mettre en œuvre et pour suivre l'ensemble en fait, de cette politique de l'eau et de la biodiversité, qui est l'Office français de la biodiversité, l'OFB, dont vous avez plusieurs représentants ici, et qui est en fait vraiment l'office public national qui a en charge tous les sujets liés en particulier à la méthodologie, à l'information, à la collecte des données et qui en charge avec ces sujets sur la police de l'eau en coopération étroite avec les services de l'État. Donc on a vraiment en fait un certain nombre de rapports, de guides, etc. qui sont dont la qualité est saluée régulièrement, qui sont en fait émis par cet organisme et qui permettent donc du coup une mise en œuvre concrète et pédagogique de la politique de l'eau au niveau national. En ce qui concerne maintenant la gouvernance au niveau des bassins hydrographiques, on a également le fil qui continue à être tiré, c'est-à-dire que après avoir fait le Comité national de l'eau qui travaille en lien étroit avec les services de l'État,
on peut, dans chacun des bassins hydrographiques, s'appuyer sur un comité de bassin. Ce comité de bassin, c'est ce qu'on appelle des parlements de l'eau. Donc, au niveau français, sur la France hexagonale, on a 6 bassins hydrographiques. Donc, on a 6 comités de bassin, 6 parlements de l'eau qui vont associer dans chacun de ces parlements des représentants des collectivités, des représentants des usagers, donc souvent donc, des activités économiques à travers l'agriculture, l'industrie, mais on a aussi les associations environnementales, les milieux socio-professionnels, et on retrouve également un certain nombre de personnalités qualifiées. Et on a également des représentants de l'État. Vous avez ici sur votre droite, en moyenne, le pourcentage représentatif de chacun de ces 3 collèges pour lesquels en fait, les discussions sont partagées, sont concertées et dans lesquels on a des débats en fait, qui sont à chaque fois très animés, mais qui permettent à chaque fois de déboucher sur une prise de décision par consensus ou voter et qui permettent aussi de l'application en fait, d'une politique de l'eau qui soit la plus intégrative possible. On a également, donc, pour pouvoir mener à bien l'organisation et l'animation de ces bassins, de ces comités de bassin, on a les agences de l'eau ou les offices de l'eau, puisque du coup, j'ai omis de vous dire que la politique de l'eau s'applique bien évidemment non pas uniquement en France hexagonale, mais également sur les 5 mers au niveau international, sur les 5 océans, puisque du coup, ça s'applique également dans les territoires et dans les départements d'outre-mer, à savoir dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique, en Guyane française, à Mayotte et à La Réunion. Et puisqu'on a également la déclinaison de l'ensemble en fait, de cette gouvernance, également à l'échelle de ces départements d'outre-mer. Donc, dans lequel on ne retrouve pas des agences de l'eau, mais des offices de l'eau. Et le rôle est tout à fait semblable aux agences de l'eau, à savoir que ce sont des établissements publics qui permettent d'intervenir sur les thématiques évidentes de l'eau sur tous ces états, à savoir de l'eau de surface, eau souterraine et les eaux littorales, qui va collecter les redevances dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir l'effort en fait, du contributeur-payeur, du pollueur-payeur et du consommateur-payeur, pour pouvoir définir un plan d'action commun sur la mise en œuvre des actions à engager dans le secteur de l'eau. Et ce sont des établissements qui vont également faire le même rôle au niveau local que ce qu'on peut faire au niveau national, à savoir un rôle de pédagogique, de sensibilisation du public à travers l'organisation de consultations régulières, mais également à travers tout simplement le partage de connaissances, le partage de bons gestes, d'éco-gestes, notamment en période de sécheresse ou d'autres périodes en fait, liées à des conditions extrêmes. L'ensemble en fait, de ces comités de bassin, il est coordonné par l'action des préfets, donc c'est-à-dire le plus haut représentant de l'État au niveau des départements, puisque un préfet va en fait siéger, va présider ces comités de bassin et va permettre d'organiser l'action ou coordonner l'action au niveau régional à travers la mise en œuvre des politiques nationales et des stratégies nationales. Et c'est également lui qui va approuver les documents qui sortent des comités de bassin, qui sont en fait les documents qui vont fonder la politique de l'eau au niveau de chacun des bassins à travers le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et sa version un peu plus concrète qui est le plan qu'on appelle le programme de mesure, qui est le plan avec l'ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le document d'orientation générale qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Il peut également, le préfet, s'appuyer sur les services déconcentrés de l'État, qui sont donc les directions régionales de l'environnement et d'aménagement d'aménagement et du logement, donc qui sont les services finalement de l'État dans les régions, qui vont apporter leur soutien à l'action en fait, du préfet en faisant un certain nombre de rôles de secrétariat et d'apport de coordination technique de ces comités de bassin. Et à l'échelle infra, c'est la dernière échelle à laquelle on arrive, c'est l'échelle en fait qui va se faire au niveau des rivières, des cours d'eau. Ça va être les commissions locales de l'eau qui peuvent, elles, qui sont vraiment en fait des parlements très locaux de l'eau. Donc on est sur des bassins qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et là, on va les s'intéresser sur des tronçons en fait de rivières, des tronçons de fleuves ou des masses d'eau spécifiques, pour lequel on peut avoir donc, le montage d'une commission locale de l'eau. Le but, c'est d'essayer de couvrir l'ensemble du territoire national avec des comités locaux de l'eau pour qu'on puisse avoir une instance de concertation et intégrative la plus large possible pour que chaque acteur puisse y exprimer son avis. Et c'est également donc cette clé peut également s'appuyer sur des missions,
sur une mission notamment sur la MISEN, qui est la mission interservice de l'eau et de la nature, qui permet en fait de faire le lien, comme ce que je vous ai présenté au niveau national, où on faisait le lien entre les différents ministères et les différents départements thématiques. Cette mission, au niveau local, va également faire le lien entre les différents services de l'État pour essayer d'avoir un aménagement, un urbanisme qui soit fait au regard de la protection des milieux aquatiques, pour que les activités industrielles ou les activités économiques se fassent également au regard de l'application du droit et de la politique de l'eau nationale. Et ensuite, enfin, on a également différentes organisations, différentes administrations qui vont éviter donc d'avoir une approche en silo et qui vont avoir cette approche transversale pour essayer de regarder les systèmes aquatiques, non pas comme étant un milieu ou un objet, mais également vraiment comme étant un écosystème qui apporte des fonctionnalités écosystémiques qui sont liées les unes aux autres. Voilà un schéma récapitulatif qui vous remontre bien la cascade, à savoir qu'on part du niveau européen pour partir de la directive cadre européenne sur l'eau, qui donc mène le cadre au niveau de la politique des États membres, qui découle au niveau français à travers un plan qui est la gestion intégrée de la ressource en eau au niveau des territoires, qui se fait au niveau de chacun des bassins hydrographiques, donc à chaque fois des petites zones ici coloriées. Chacun de ces bassins hydrographiques va mener donc va mener à travers son comité de bassin l'élaboration d'objectifs et d'orientation en termes de quantité et qualité de l'eau qui sont les SDAGE. Et ensuite, on peut avoir donc un affinage au niveau local avec la mise en place de SAGE, de schémas d'aménagement qui sont encore qui vont raffiner, puisqu'on peut arriver à l'échelle d'un cours d'eau ou d'une portion de cours d'eau, et avec un certain nombre de décisions prises dans le domaine de l'eau et de l'urbanisme. Alors, je vais passer très rapidement sur ce rôle. Donc, les autorités locales sont responsables également à travers donc, de leurs travaux, de la mise en œuvre, de l'organisation des services et de leurs usages et de leurs liens avec les usagers. Et tandis que l'État va plus avoir un rôle de régulateur, si vous devez retenir en fait une idée principale sur cette slide. Et en termes d'autorité locale, le rôle est également extrêmement important, puisque du coup, on va avoir des autorités qui vont à la fois, puisque les autorités locales vont avoir un intérêt de regarder l'intégralité des sujets liés à l'eau, qui vont aussi bien donc, de la gestion de la protection des milieux aquatiques jusqu'à la protection sanitaire et la protection donc des services liés à l'assainissement et à l'adduction potable. Et on voit que ce service va notamment permettre, est extrêmement fourni, puisqu'au niveau local, on a par exemple 923 services liés à l'eau potable au niveau français en 2011, qui vont couvrir un bassin de près de 40 millions de personnes sur les 60 millions de personnes que compte la France. Et on voit que toute cette déclinaison nationale, elle est vraiment portée aussi au plus près en fait, des citoyens à travers ce service, ce niveau local, à travers donc, la consultation des autorités, à travers la création des services qui vont permettre de répondre de manière la plus spécifique possible en prenant en compte les contextes socio-économiques, politiques et également naturels de chacun en fait, des communes ou de chacune en fait, des régions. Donc, ensuite, en termes d'organisation, donc sur le schéma, sur le schéma, en fait, on va avoir en fait la France qui est découpée, comme je vous l'ai expliqué, donc en 6 bassins hydrographiques. Donc, vous avez ici donc la représentation qui apparaît à l'écran, et dans chacune de ces régions en fait coloriées, vous avez donc une agence de l'eau qui va mener à bien la politique à travers en fait l'animation et en faisant le rôle de secrétariat du comité de bassin qui est animé donc par le préfet de la région. Et dans chaque bassin, on a donc un plan de 6 ans qui est pris, qui définit les objectifs pour chacun des bassins, qui va fournir un certain nombre de guides méthodologiques, qui va également avoir pour rôle de mettre en œuvre la directive cadre européenne sur l'eau avec la justification de toutes les dérogations à cette directive cadre européenne sur l'eau. Et comme je vous le disais, c'est un document qui est approuvé donc, au niveau du bassin et qui est adopté par le comité de bassin qui réunit l'ensemble des usagers et l'ensemble des acteurs du monde de l'eau.
Et enfin, au niveau, donc, quand ces documents sont élaborés, ils sont poussés au niveau de l'État. Donc on n'a pas une approche uniquement, comme je vous l'expliquais depuis le début, descendante, à savoir une politique qui s'applique au niveau local, mais vraiment des usagers qui sont responsabilisés et des acteurs qui sont responsabilisés, qui prennent en fait des objectifs qui sont ensuite endossés et synthétisés au niveau national avant d'être transmis et notifiés à la Commission européenne pour indiquer donc quel va être le cap pour les 6 prochaines années en termes de politique de l'eau au niveau donc, de la France. Et je vais... Alors, c'est la dernière carte avant donc pour conclure, qui vous montre qu'on a quand même un système qui reste encore perfectible, puisqu'on a à peu près 55% du territoire qui est couvert par des commissions locales de l'eau ou par des PTGE, à savoir donc des organismes de concertation et de gestion de l'eau locaux. Le but était effectivement d'avoir des instances de concertation le plus large possible pour permettre à tous les acteurs de s'asseoir autour d'une table et de discuter de tous les enjeux ensemble. Charge ensuite à eux de passer ou pas le pas pour essayer d'avoir des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, mais déjà d'avoir une instance consultative et d'avoir une instance plutôt de discussion, un espace d'échange, ce serait déjà très bien pour permettre à l'ensemble des voix de se faire exprimer. Je vous remercie pour votre attention. C'est juste au niveau du préfet. J'ai pas très bien compris, c'est un préfet par bassin ou c'est un préfet par région? Merci beaucoup. Alors, effectivement, pour les non-français, ça va être un peu compliqué parce que c'est vraiment quand même un millefeuille administratif. Alors, juste pour résumer, d'un point de vue du bassin hydrographique, on a vraiment fait un effort, c'est-à-dire qu'on ne se calque pas sur une délimitation administrative, on se base sur une délimitation, on va dire, naturelle avec le fonctionnement d'un bassin versant. Toutefois, cette déclinaison en bassin va se superposer à la délimitation administrative française. Donc on a certains bassins où on a l'intégralité des régions qui sont intégrées, donc on peut avoir 2, 3 régions qui sont intégrées dans le bassin hydrographique. Et si on a 4 par exemple régions dans un bassin hydrographique, il y a un seul préfet qui est le préfet de la région finalement leader de ce bassin, qui va être désigné comme préfet coordonnateur de bassin. Donc on peut avoir 4 préfets de région dans un bassin, mais c'est uniquement un seul de ces préfets qui représente la région lead qui va animer et donc piloter l'ensemble des discours. Bonjour, je suis Imam Wahyudi de Central de Java. Je veux en Indonésie, on n'a pas le traitement l'eau sanitation. Je veux savoir en France qui est l'auprès de water sanitation et puis qui est payé pour le water sanitation traitement. Merci. Merci pour votre question. Alors, en France, chaque utilisateur de l'eau, quand il reçoit sa facture d'eau, paye une petite part sur cette facture qu'on appelle la redevance. C'est une taxe sur l'eau qui va ensuite arriver dans finalement le portefeuille des agences de l'eau. Donc en France, on a 6 agences de l'eau qui vont donc avoir une somme d'argent et elles ont défini en début de programme toutes les mesures qu'elles veulent mettre en œuvre pour arriver à avoir une eau de qualité et en quantité. Donc, ces agences payent pour avoir un service de l'eau qui soit à la fois pour qu'il y ait notamment au niveau des stations d'épuration, des rejets dans le milieu qui soient les moins impactants possibles. Et donc, ce sont eux qui vont financer la modernisation donc, des activités. Et en termes de fonctionnement direct, par contre, on va effectivement soit avoir des communes, donc au niveau français, qui vont avoir leurs propres installations et donc qui vont les faire fonctionner, qui vont recevoir donc de l'argent pour faire fonctionner l'adduction en eau, pour faire travailler l'adduction en eau potable. Donc là, par contre, c'est donc chaque citoyen qui va payer à la commune, ou bien la commune peut décider de passer par un prestataire
qui va être chez nous un grand organisme. Alors, parmi les plus connus, il y a Suez, Veolia, etc., qui ont leurs propres usines de traitement, qui vont travailler pour la commune et qui vont facturer ce service-là auprès du particulier ou des professionnels. Et en fonction du volume d'eau que l'on utilise, on paye une certaine prestation qui va permettre donc du coup à ces unités non seulement de payer le coût du traitement de l'eau, mais qui vont permettre également de payer la modernisation, les évolutions, si on décide de changer en termes de normes, par exemple pour retirer certaines substances, pour diminuer en fait certaines substances dans l'eau ou carrément faire disparaître certaines substances. On parle notamment de substances médicamenteuses, etc. Et donc c'est ça qui permet au système en fait d'être autogéré et autofinancé. Alors non, c'est uniquement au niveau local. Il y a une politique nationale et ensuite elle est déclinée dans chacun des bassins, donc, dont le rôle effectivement est mené par les agences de l'eau dans les comités de bassin qui sont en fait pilotés et animés par un préfet région et par les agences de l'eau. Donc c'est plutôt au niveau local et ensuite c'est très très local pour tout ce qui est modernisation spécifique. C'est bon, j'ai au micro. Voilà. Merci, docteur Lionel. Moi, je crois que c'est vrai que depuis avant-hier, moi, je suis vos exposés. Et aujourd'hui, sur la gouvernance de l'eau et changement climatique, effectivement, il y a pas mal, une très bonne organisation à ce niveau, partant des directives cadres jusqu'aux lois et principes, mais aussi par une organisation par bassin qui fait qu'aujourd'hui, la France est divisée en 6 bassins. Et vous avez dit que pour chaque bassin, effectivement, il y a un partenariat eau. Alors, ce partenariat eau, est-ce qu'il a un lien avec ce partenariat français de l'eau ou pas? Deuxième question, c'est déjà pris en compte, c'était par rapport au découpage. Parce qu'aujourd'hui, les 6 bassins n'obéissent pas au découpage administratif et que le préfet, vous l'avez dit, c'est lui qui préside. La question a été répondue. Là aussi. Et pour les comités locaux d'eau, et c'est ça où effectivement qu'on a une gouvernance assez territorialisée qui permet en tout cas aux collectivités locales de prendre en charge cette gouvernance. Mais vous avez dit qu'au niveau de ces comités locaux, il n'y a que 55% du territoire national qui sont couverts de ces comités locaux d'eau. Et qu'en est-il pour les 45 restants? Alors, je vais commencer par la fin, très rapidement. Donc, pour les comités locaux de l'eau, ce n'est pas uniquement des collectivités, c'est vraiment l'ensemble des acteurs. Donc, on retrouve aussi bien des élus que du monde professionnel qui est implanté dans ces territoires. Donc, plus que la collectivité locale, c'est l'échelle du territoire qui est importante. Effectivement, c'est des instances qui permettent la concertation. Donc, sur ce graphique, vous avez vu qu'il manquait beaucoup de communes, de territoires dans l'est de la France, qui sont couverts par un autre système, qui sont les PTGE. Donc, c'est les programmes territorialisés de gestion de l'eau, qui sont en fait aussi des instances de gouvernance. C'est juste parce que là, on présentait la carte des territoires qui avaient des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc, grosso modo, au niveau français, l'idée, c'est qu'on accélère à travers le plan national, justement, que j'ai présenté il y a quelques jours, cette volonté de fédérer l'ensemble des acteurs dans des commissions locales pour essayer de parler, de maximiser en fait la discussion sur les intérêts locaux liés à la gestion de l'eau. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de réponse, c'est sur les liens entre les bassins et les agences de l'eau. Les agences de l'eau ont un rôle de facilitateur. Ce sont les comités de bassin qui sont vraiment importants. Ils prennent des décisions propres à chacun des bassins, avec bien évidemment des lignes directrices qui sont communes à plusieurs bassins, puisque la gouvernance de l'eau est quand même portée au niveau national. Mais les comités de bassin ont la charge de décliner cette politique de l'eau au niveau de leur territoire, de leur comité, en fonction de leurs intérêts majeurs. Et donc, les agences de l'eau ont pour but un rôle de facilitateur. Et enfin, par rapport à votre première question, qui était de dire rappelez justement la première question. Ah oui, le lien avec le partenariat. Alors, je parlais de partenariat au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire qu'ils organisent en fait une concertation avec l'ensemble des acteurs et ils organisent ils permettent d'interconnecter les gens les uns entre les autres. Le partenariat français pour l'eau peut effectivement
travaille avec les agences de l'eau, mais c'est plus une instance supranationale. C'est par rapport aux agences de l'eau qui ont vraiment en fait les deux pieds ancrés au niveau de leur territoire et qui vont vraiment avoir la compréhension en fait des sujets de leur bassin, mais ils peuvent être portés effectivement à un échelon supranational à travers justement des lignes directrices ou une espèce de déclaration commune qui puisse fonctionner pour l'ensemble des bassins hydrographiques. Nous allons accueillir le prochain panel. Bien, bonjour à tous. That okay for the translation? Okay. The channel for the English translation, which one is it? The five. Okay. Channel 5, okay for you? Wonderful. Merci beaucoup d'être là et merci tout d'abord au Partenariat français pour l'eau de nous accueillir sur son pavillon pour ce moment important où nous allons parler du lien entre la cryosphère et l'eau et dans, si vous voulez, la continuité que nous avons installée entre les différents événements One Planet que nous organisons. Le One Planet Polar Summit a été organisé à la fin de l'année dernière et nous voulions montrer en quoi il y avait un lien très fort entre cet événement passé et l'événement futur que nous allons organiser sur le One Water Summit. Pourquoi nous voulons que ce lien soit souligné, tout simplement parce que la cryosphère, peut-être faut-il revenir sur la base, qu'est-ce que la cryosphère ? C'est l'ensemble des régions de la surface de la Terre où l'eau est à l'état solide.
donc les inland ice de l'Antarctique et du Groenland, la glace de mer en Arctique et en océan austral, le manteau neigeux, les glaciers de montagne et le pergélisol, souvent plus connu sous le nom de permafrost in English. Le changement climatique a des conséquences très importantes sur l'effondrement de cette cryosphère, d'autant qu'il est plus prononcé, et maintenant c'est prouvé scientifiquement, au niveau des pôles. Et bien que la fonte de la cryosphère dans les zones montagneuses ait entraîné un important recul des glaciers depuis la fin du 19e siècle, elle s'est malheureusement particulièrement accélérée ces derniers temps, notamment depuis les années 2020, donc très récemment. Et pour un niveau de réchauffement planétaire avoisinant les 1,5 degrés, les scientifiques prévoient la disparition de la moitié des glaciers actuels au cours du XXIe siècle. Ces modifications ont elles aussi un impact significatif sur les risques de catastrophes naturelles et sur les écosystèmes, avec des éboulements, le détachement des glaciers ou encore des inondations qui mettent en danger non seulement les espèces de haute altitude, mais également toutes les populations locales et les populations en aval. L'effondrement de la cryosphère, il faut que nous l'ayons en tête, est à l'origine de 50% environ de l'élévation du niveau de la mer, l'autre moitié étant liée à l'expansion thermique parce que l'océan se réchauffe. La contribution de la fonte des glaces continentales en devient principalement la cause principale. Là, enfin, la disparition des glaciers modifie profondément le cycle et la répartition de l'eau à l'échelle du globe. 69% des eaux douces, propres à la consommation, provient des glaciers. Les glaciers sont donc à la fois des sentinelles du climat, mais aussi des châteaux d'eau en voie d'effondrement. Et donc, c'était très important de parler de ce sujet aujourd'hui et je suis très heureuse d'avoir des panélistes de haut niveau pour parler de ce sujet avec nous. Je suis très heureuse de donner la parole sur ce sujet à l'UNESCO, à l'Organisation météorologique mondiale qui ont porté avec nous à l'occasion du One Planet Polar Summit en novembre 2023 l'appel de Paris pour les pôles et les glaciers et le projet de décennie des sciences polaires et glaciaires. Et nous sommes heureux également de recevoir la Banque mondiale, un partenaire essentiel pour notre One Water Summit. Je vais tout d'abord donner la parole à Lydia Brito, qui est la sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de l'UNESCO. Chère Lydia, vous avez la parole. Merci Barbara, and good morning everybody. It's a great pleasure to be here. I hope you can listen with many other speakers in this environment. But it's really a great pleasure, and thank you for organizing and for inviting us to be here. And I want also to recognize the members of the panel, both WMO and of course the World Bank, great partners of UNESCO too in this area. Really, the first message is to say we are with you. This panel aligns very much with the UNESCO mandate. That is really how can we support our member states through advancements in science and technology and also education to address some of these huge global challenges. The idea or our proposal, our aim is to build capacity for managing water challenges and fostering resilience against the broader climate change crisis. So it's not just a matter of measuring and managing, but it's also how do you build resilience in these communities. Definitely, we would like to, during this intervention, to highlight, as you mentioned, Barbara, the vital connection between cryosphere changes and the global freshwater crisis, including sea level rise. The call for a comprehensive inventory of perennial ice and snow masses dates back to the International Hydrological Decade initiated by UNESCO nearly 60 years ago. Despite this, significant gaps remain in monitoring glacier systems across various mountain regions. UNESCO World Heritage Sites encompass 50 locations home to glaciers, with 18,600 glaciers covering approximately 66,000
1,000 square kilometers, accounting for nearly 10% of the Earth glacier area. A recent UNESCO study underscores the accelerated melting of these glaciers, with projections indicating that glaciers in 1/3 of those sites could disappear in 2050. So we are saying that it's really 1/3 of 50 locations will have their glaciers disappearing. So UNESCO IHP is a crucial scientific network and cooperation platform, and it plays a significant role in assessing and monitoring changes in snow, glaciers, and water resources, and of course proposing also and co-building, co-constructing adaptation strategies with member states and their communities. The importance of IHP was of course reaffirmed by the UN General Assembly's resolution adopted in December 2022, declaring the 2025 as the International Year of Glaciers Preservation. This resolution invites UNESCO and WMO to facilitate the implementation, a task that we jointly coordinate. UNESCO has launched several initiatives to assess the impact of snow and glaciers in Central Asia, strengthening regional cooperation, enhancing collaboration among local scientists and institutions, and promoting knowledge sharing and dialogue. For example, UNESCO is undertaking 2 regional projects in Central Asia funded by the Global Environmental Facility and Adaptation Fund, addressing glacier-related issues and climate change-induced floods. We are honored also to have partnered with France for the November 23 edition of the Paris Peace Forum, themed One Planet Polar Summit, which focused on glaciers and polar regions. For the first time, this summit, convened by the President, His Excellency the President of France, acknowledged the extensive threat climate change poses to the entire cryosphere, including both poles and glaciers. The Paris Call for Glacier and Poles, endorsed by 34 countries, congratulations on that mobilization, advocates for launching a decade dedicated to polar and glacier sciences. UNESCO supports the commitments made at the One Planet Polar Summit and provides technical support for the proposal to expand the coalition, which is expected to be submitted in this next General Assembly. UNESCO organized a side event on 14 November during the 42 General Conference titled Changing Climate, Changing Cryosphere, towards the implementation of International Year of Glaciers Preservation. And this event was very important because we also had France and the organizer of the One Polar Summit together with us, explaining what this call, Paris call, really means for member states and how could we create the synergies, the cooperation that we need to advance the agenda. Further collaboration between UNESCO and the One Planet Polar Summit organizer led to the joint event on COP28 titled Towards the Implementation of the International Year of Glaciers Preservation and Beyond. And we are really calling in that meeting, but after that meeting too, for urgent action on the melting cryosphere due to climate change. But let me now connect the connection between One Planet Polar Summit to the One Water Summit that UNESCO is also supporting France's proposal, in particular your proposal on adapting a river, Adopter un Fleuve initiative. This initiative aims to create a coalition of countries establishing educational areas around watercourses, aligning very much with our IHP program and our mission to science for a water-secure world. We really believe that engaging schools, engaging young people and communities in protecting our water resources will make indeed a huge, huge change. And UNESCO will leverage our partnership with our water family network that includes 64 centers and more than 200 UNESCO shares in water globally.
UNESCO is also part of the steering committee for the One Water Summit, which will be then organized by the French Republic and the Republic of Kazakhstan in September in New York. And really, we really agree that the aim to elevate awareness of water resource risks at the highest level of government and the mobilization of all stakeholders to prepare for this critical agenda is fundamental. So we also congratulate you, Barbara, and your government and the government of Kazakhstan for really pushing water in this global agenda and this highest level. I'm really confident that as we are here to interact with you, we will get a lot of insights and also proposals how can we advance further these important agendas and build on these summits to really engage all the stakeholders to create the scientific cooperation, the political engagement to ensure that we indeed protect our water resources, our glaciers and our poles. Thank you. Merci beaucoup, chère Lydia, pour cette intervention qui montre à quel point tout est interconnecté et à quel point la collaboration que nous avons ensemble est fructueuse. Et merci d'avoir mentionné l'initiative Adopt a River. Merci beaucoup de soutenir cette initiative qui, je pense, est très importante parce que ça souligne aussi que quand on engage les enfants, les jeunes, en fait, on fait un pas très, très, très important envers toutes les générations. Donc, merci beaucoup. Et je vais passer la parole maintenant à notre autre partenaire, l'Organisation météorologique mondiale, et à Stefan Uhlenbrock, qui est le directeur hydrologie, eau et cryosphère. Thank you very much, Your Excellency, Barbara Pompei, dear Barbara. Thank you. Also, thank you to my co-panelists here, Stefan Uhlenbrock, yes, from WMO, and I would like to use my short intervention to say a few words. It says from cryosphere and water, you know, or rather from cryosphere to water. Cryosphere is largely the water, we understand, but it's also about the melting and the very accelerated melting what we have been observing over the last years. I had the chance to participate last November in the One Planet Polar Summit in Paris, and colleagues who maybe not everybody was there, and it was just excellent. You know, it was really the cutting edge science data. Everything was presented. The who is who in the field was there, and we're presenting the latest results. But France did not only facilitate bringing the leading scientists and UN people like you and I, but most importantly also they had this convening power to bring in the heads of states and senior representatives of key stakeholders in that process. And after the technical day, we had the facilitated and convened by President Macron the discussion of what does that actually mean for policy and decision making. And from WMO side, we just would like to say that keeping that momentum and going from the polar and cryosciences to water is so critical, and therefore with the whole mandate of WMO as a specialized agency for climate, weather and water, we fully support that summit, and very happy to see that. And also the convening powers from countries like France are critical in that respect to raise the awareness at heads of state level. And all what we do with early warning systems end to end, from monitoring to modeling, prediction to communicating to society, Hydro SOS and etc., that fits all very well. So we are happy to support. So in the final few minutes which I have, maybe, you gave me half an hour, isn't it? No. For 40 minutes now. Final 4 minutes maybe. I just wanted to use this and just provide a little bit from our scientific technical work at WMO. You know, where do we see the main challenges, and why do we believe this is so important to raise this to the awareness of the heads of state level? First, it should really cover the full cryosphere. The glaciers are often the poster child, you know, it's the icon of climate change, and these rapidly melting glaciers are super important, but it's all elements of the cryosphere, particularly also the polar regions, which are changing very rapidly. We had now since years, you know, just last year a record low in sea ice, which is absolutely fundamental, you know, from a navigation point of view, from a climate point of view, but also from an ecosystem point of view. And
And it's a kind of a reinforcing effect. You know, if we have less ice cover in the polar region, that means less reflection of the radiation back to the atmosphere. So it is further heating. The same kind of unfortunately very positive feedback mechanism we see in the permafrost region. With the melting permafrost, it mobilizes even more carbon, you know, more methane, more CO2, and then further accelerate the climate change, further accelerate the global warming, further accelerate the impacts of that. So the kind of these changes in the cryosphere are to a large extent irreversible, and they are reinforcing the changes in the hydrological cycle. So that is really important to make this point and again and again. And while I guess most of us are very much supporting to keep the world in the 1.5 degree realm, it's already too hot for the cryosphere. So already that now causes irreversible changes to the cryosphere, to the hydrological dynamics. And that's really important to make that point. While we have to take all the efforts to stay within this, it is also important to realize that there has already dramatic changes. Dramatic changes also for the glaciers, where the poster child of climate change, if I may say so. It changes the hydrological regime. And we know we need to change water management. In this background paper that Barbara and her colleagues put together, it illustrates that 90% or so, it says, of the adaptation actions relate to water. I agree. So we need to adapt. But with the changing glaciers, there's an interesting fact. You know, when the glaciers are melting, you have for a couple of years even more water available than in the future. And it's very difficult to agree on change when you are before the so-called peak water, because you have even more water. Why should you change your agriculture? Why should you get sugarcane out of your basin? Because it consumes a lot of water. Why do you go to other crops while you have actually more water available? But that's very dangerous, because after the storage is depleted, even much less water is available. So you see how these changes of the hydrological regime are very important to understand. Therefore, we need more science, we need more data, we need more of the work that many of us are doing to be able to anticipate, to be able to adapt now, because there's absolutely no time to lose. Sorry, my speaking points are on the ground, but else what I wanted to say. Now, the importance of floods and droughts, I've been speaking repeatedly these days, but last point on the decade that also France is spearheading to develop, and this is a very important decade. And what I, if I may, personally find so interesting, it's not just a decade on polar and glacier science, very important for the reasons which I gave, and I could expand on that, but it's an action decade. So beside more science and technology that Lydia and I love, and it's so important, it's really the action. We know enough now to really act now. So it's important to not, we need another 10-year decade of monitoring. While this is super important, but it's also important, how can this monitoring already now reinforce actions that need to happen now to counteract some of these changes which we are observing with accelerating speed. Thank you so much for your leadership, and we are happy to support. Thank you. Thank you. Thank you so much, Stéphane, de souligner. I switch to French because French is so important here. Merci de souligner à quel point deux choses sont absolument essentielles. D'abord, la science pour anticiper et pour que tout le monde comprenne où on va. Et c'est vrai qu'au début, beaucoup de gens verront plus d'eau grâce à la fonte de la cryosphère. Mais ça veut aussi dire plus d'eau, mais pas forcément au même moment qu'avant, un dérèglement de cycle. Et on voit déjà que dans certains pays, l'eau n'arrive plus au même moment. Et ça perturbe les cycles d'agriculture notamment. Donc déjà maintenant, ça commence à poser des problèmes. Mais le rôle de la science, absolument essentiel pour anticiper, planifier ensuite, quand on est policy maker, planifier les changements. Et puis le point très important, maintenant, il faut y aller. Maintenant, on a besoin d'agir et on a besoin de politiques d'implémentation. Je suis bien placée en tant qu'ancienne ministre pour vous dire que c'est le plus difficile maintenant qui arrive. Et justement,
pour gérer ce plus difficile qui arrive, on a besoin de politique, mais on a aussi besoin d'avoir les financeurs avec nous qui s'adaptent aussi à cette nouvelle donne. Et c'est pourquoi je suis très heureuse que nous ayons la Banque mondiale avec nous pour nous donner son point de vue. Hélène Burke, donc vous êtes la responsable mondiale de la gestion des ressources en eau de la Banque mondiale et vous avez la parole. Thank you, Your Excellency, and thank you to the speakers before me. I know a lot of you may be wondering, what does the World Bank do with the cryosphere? Aren't we a bank? But we actually have been spending a lot of time looking at what these changes in the cryosphere mean for human development and ecological development. We released a report last year called What the Future Has in Store, a new paradigm for water storage, that looks at what the changes in terrestrial water storage mean for people on the ground, what this means for local communities. With the melting glaciers, with the overuse of groundwater, with the development of floodplains and wetlands, we're losing water storage very quickly. And this, along with the changes caused by climate change, the changes in rainfall patterns, have tremendous impact on local communities. With the changing rainfall patterns, many areas, even if they're getting more water, will need more water storage because the peaks between the rainfall could be getting longer. Because of the increased intensity of the rainfall, more water storage will be needed. So we're in a position where we're heading in opposite directions. Our global water storage is decreasing when we need it more. We recently had a deep dive, which was led by one of my colleagues who is French, Aude-Sophie Rodella, who was looking at the hidden wealth of nations and the role of groundwater and the role that groundwater plays in climate adaptation. And in countries that are overusing and are not well managing their groundwater resources, they're less able to respond to shocks. They don't have nature's insurance policy anymore of the groundwater to draw on when the glacier water goes away. And so we spend a lot of time at the World Bank working with our partners, looking at ways in which we can build up the resilience of communities, in which we can build up the capacities of governments for water resources management. However, we know that there's a new update on the Sustainable Development Goals coming out soon. Sustainable Development Goal 6.5.1 is integrated water resources management. And while we are making progress globally, we are nowhere near where we need to be to have the capacity to be able to adapt to these changes in hydro variability. So the bank is very pleased to be partnering with everyone you see here to try to address some of this capacity gap, to help countries and regions through international basin organizations, be it at the river or groundwater level, as well as local communities, figure out what information, what new institutions they need, and what investments they need to be able to really adapt to and respond to the changing water cycle. So thank you. Thank you, Hélène. Et merci pour la participation de la Banque mondiale. On voit bien et on sait que la Banque mondiale est en train de réorganiser ses priorités et que la question de l'eau et de la gestion de l'eau est en train de devenir l'une des priorités mises en avant par la Banque mondiale, ce qui montre d'ailleurs que la Banque mondiale est un acteur pionnier sur ces sujets. On en a besoin parce qu'on voit bien que le système de gouvernance financière actuel n'est plus adapté aux enjeux de maintenant et aux enjeux de demain, dont fait partie la gestion de l'eau. Et le fait que la Banque mondiale soit très volontaire pour travailler sur la réforme de cet environnement financier. On l'a vu notamment en France aussi lors de l'organisation de la conférence de Paris l'année dernière avec la mise en œuvre du 4P où la Banque mondiale est aussi très présente. On voit bien qu'on a besoin d'acteurs qui ont un poids suffisant pour pouvoir influer à un moment où des changements profonds dans les politiques doivent être menés pour justement faire face à ce qui l'adviendra de toute façon. Quand on parle de la perte de la cryosphère, je voulais juste dire ce mot, malheureusement, on sait que pour certains glaciers, quand bien même on arrêterait totalement nos émissions de gaz à effet de serre maintenant,
c'est déjà trop tard parce qu'il y a une forme d'inertie qui fait qu'un certain nombre de glaciers, de toute façon, mourront, même si on pouvait arrêter nos émissions. Donc on doit s'y préparer. Donc je suis très heureuse d'avoir eu sur ce très, très joli pavillon ce panel de grandes institutions qui nous accompagnent et qui vont continuer à nous accompagner dans cette démarche collective que nous menons pour mieux faire comprendre les enjeux autour de l'eau, autour de la cryosphère, de faire ce lien entre le sommet sur les pôles que nous avons fait l'année dernière et le One Water Summit qui va arriver cet automne, parce que nous n'y réussirons pas tout seuls. Nous avons besoin des policy makers, nous avons besoin de la science, nous avons besoin des organisations internationales, nous avons besoin des financeurs et évidemment, ne pas oublier tout l'écosystème local, les collectivités, les entreprises, etc. Tout cela doit rentrer en symbiose. On doit réussir à créer une forme de gouvernance globale de tout ça. Il y a beaucoup à faire, mais avec des acteurs tels que vous, je suis sûre que nous allons faire un très très bon travail ensemble. Donc rendez-vous à la prochaine étape, qui sera le One Water Summit, mais aussi tous les événements internationaux où nous continuerons à porter ensemble les mêmes messages. Merci à tous et passez une bonne journée.